Bonjour à vous. Aujourd'hui, on cause de la maladie de Sévère. Il est probable que vous n'en ayez jamais entendu parler avant d'y être confronté, avant en général d'ailleurs que ce soit votre enfant qui y soit confronté, parce que c'est une maladie relativement fréquente, on va dire, chez l'enfant, surtout entre 8 et 12 ans, surtout chez les garçons. Ça se manifeste par des douleurs au niveau du pied, au niveau du talon. Donc, comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article réalisé pour mon site internet kinédarbois.fr. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo parce que l'article est beaucoup plus détaillé et si vous vous intéressez aux études scientifiques sur lesquelles j'appuie mes propos en plus de ma propre expérience de kiné et de maman, eh bien comme ça vous pourrez vous y référer pour vérifier aussi les choses que je dis si je ne me suis pas trop trompée et puis creuser peut-être un petit peu plus le sujet à votre sauce. Donc, je vais dérouler le plan que j'ai suivi aussi dans l'article. Et comme je vous l'ai dit, je vais appuyer à la fois sur des recherches que j'ai faites dans la littérature scientifique internationale, sur ma profession initiale, la kinésithérapie, où j'ai notamment été kiné en pédiatrie avec des enfants, mais aussi pour ce point sur mon expérience de maman. Alors ça, pour cette partie-là, je vous renvoie à l'article où j'ai illustré avec des cas personnels certaines parties pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus concret. Mais dans cette vidéo, je vais rester avec un avis plus large, en sachant aussi que dans l'article, vous trouverez le lien vers un groupe Facebook qui existe, qui a été créé par une maman, je crois, d'un enfant qui avait cette maladie. Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'avoir aussi le côté patient, on va dire. Et donc, si vous avez envie d'échanger avec d'autres personnes, d'autres parents confrontés à cette maladie pour leur enfant, eh ben, n'hésitez pas aussi, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc déjà, première chose, parfois, quand on a notre enfant qui a mal et qu'on a diagnostiqué cette maladie, ou que notre enfant a mal au talon et qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on a un doute, est-ce que c'est bien la maladie de Sévère, est-ce que c'est pas quelque chose de plus grave auprès de quoi on serait passé à côté. Donc déjà, vraiment, la maladie de Sévère, en général, c'est dur de se tromper dans le diagnostic parce que c'est quelque chose de très caractéristique qui survient chez l'enfant entre 8 et 15 ans, enfant ou adolescent donc. C'est un problème au niveau du cartilage de croissance, donc une partie de l'os qui, chez l'enfant, est moins, on va dire, solide que chez l'adulte parce qu'encore en modelage, encore en construction. Et là, dans la maladie de Sévère, ce qui pose problème, c'est son insertion au niveau de l'arrière du talon, l'insertion du tendon d'Achille sur l'os. Comme le tendon d'Achille tire un peu sur la partie de l'os sur laquelle il s'insère, eh bien, ça peut créer une inflammation, une irritation et être source de douleur. C'est un petit peu la même chose comme une maladie que vous avez peut-être entendu parler, qui est au niveau du genou, qui est un petit peu plus connu, qui est en gros la même chose chez l'enfant un tout petit peu plus âgé et qui occasionne des douleurs en dessous du genou au niveau de la rotule qui s'appelle la maladie d'Osgood-Schalter. Donc peut-être que vous avez plus entendu parler de cette maladie-là. Mais du coup, la maladie de Sévère, c'est la même chose que Osgood-Schalter, mais au niveau du pied, au niveau du talon. Là, vous avez un petit schéma qui représente ce problème. Donc, en général, un simple examen clinique, un simple interrogatoire par votre médecin suffit pour poser le diagnostic. On fait une radio ou une prise de sang ou des examens complémentaires uniquement en cas de doute, en cas d'autres symptômes évocateurs peut-être de quelque chose. Ces examens, y compris la radio, ne servent pas tellement à préciser le diagnostic parce que l'examen clinique suffit, mais plutôt à éliminer un autre problème, par exemple une fracture ou une maladie rhumatismale qui pourrait entraîner ce type de syndrome. Mais vraiment, c'est pas systématique parce que les symptômes sont très caractéristiques et je vais vous les lister maintenant. Donc c'est une douleur au niveau du talon, surtout lors des activités physiques type course d'endurance, saut, marche prolongée. C'est une sensibilité ou une douleur à la pression de cette partie-là, 2-3 cm au-dessus du talon. Une boiterie, une difficulté à marcher, surtout après avoir fait du sport. Une raideur dans le talon ou la cheville, surtout par rapport à l'autre côté, si on a un seul côté qui est touché. La douleur, elle est quand même en général des deux côtés. On parle de douleur bilatérale. Et quand même, chez 4 enfants sur 10, il y a un seul côté qui est touché. Et il peut y avoir aussi une légère enflure au regard de la zone douloureuse. Un autre critère très caractéristique, c'est que la douleur survient pour la première fois entre 8 et 15 ans et très rarement avant.
Donc, vous voyez que normalement, tous ces éléments, il suffit à poser le diagnostic. Là, on voit qu'à la radio, ça objective un petit peu cette maladie, mais vraiment la radio, en soi, ça sert à rien à part pour éliminer un autre problème, parce que qu'on ait vu ça à la radio, ça va pas changer derrière le traitement qu'on va mettre en place, quoi qu'on voit à la radio, sauf si bien sûr c'est une fracture. Alors, à quoi est due la maladie de Sévère? Quelles sont les causes? Pourquoi votre enfant est touché plutôt qu'un autre? Alors, il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qu'on retrouve plus chez les enfants qui ont la maladie de Sévère par rapport aux autres, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui en est la cause. C'est juste que c'est un facteur qu'on retrouve plus souvent. Donc, il y a le fait de faire pas mal de sport, notamment de manière assez intense, et notamment les sports comme la gym, l'athlétisme, le basket, le foot, qui nécessitent parfois des sauts. Il y a le fait d'avoir un IMC élevé, donc être en surpoids ou en obésité. Le fait d'avoir une amplitude de mouvement de la cheville limitée, surtout en flexion dorsale. Parfois des chaussures de sport mal entretenues et une déformation au niveau du genou, en genou varum, ou des déformations au niveau du pied qui sont relativement fréquentes. Quel est le traitement à mettre en place? J'imagine que c'est la partie qui vous intéresse le plus, parce que quand on a son enfant qui souffre de ça, on se trouve parfois démuni, surtout si c'est quelqu'un d'assez sportif qui n'a pas envie de faire une croix sur le sport. Et donc pour ça, je suis allée voir les études. Il n'y en a pas énormément sur la maladie de Sévère. J'en ai recensé environ 80. Et beaucoup, en fait, c'est juste des synthèses des autres études qui sont parues sur le sujet-là. En gros, le traitement, il repose sur deux choses. La première, la principale, c'est d'adapter le niveau d'activité physique au regard des douleurs ressenties, mais aussi du plaisir pris par l'enfant et de en quoi l'activité physique est vitale, entre guillemets, pour lui ou non, en sachant que c'est important pour les enfants, pour plein de paramètres de la santé physique et mentale, de maintenir une activité physique. Et le deuxième axe de traitement, c'est de soulager la douleur si l'adaptation de l'activité physique ne suffit pas en elle-même, par des moyens en général hors médicaments, type mettre du froid, etc. Donc, concernant la mise au repos, en fait, selon le médecin que vous consultez, médecin du sport, parfois même chirurgien orthopédiste ou kiné, il va y avoir des discours très différents, avec des médecins très conservateurs qui vont vous dire « Attention, interdiction de tout sport, contre-indication absolue, je fais un certificat pour l'arrêt du sport, même à l'école, pas de foot au city, on arrête tout pendant au moins 1 mois, 2 mois, pour calmer l'inflammation, vous revenez me voir et on voit ce qu'on fait. » Ça, c'est une prise en charge qui n'a plus trop lieu d'être, je pense, en 2024, mais qui est encore tenue par certains médecins, notamment en France, alors que dans les articles qu'on lit dans la littérature internationale, tout va dans le sens que, en fait, a priori, il n'y a pas de risque de complications à continuer l'activité physique, si ce n'est d'avoir plus mal, et que ce qu'il faut, c'est adapter le niveau d'activité physique, adapter la fréquence, adapter l'intensité d'entraînement, essayer de trouver un meilleur chaussage, mais que ça ne sert à rien d'arrêter parce que, en fait, ça ne diminue pas forcément la durée d'évolution de la maladie. Même en arrêtant le sport, rien ne dit que vous puissiez reprendre 2 mois plus tard. Donc, si votre enfant adore le sport, je pense que c'est dommage de le priver et d'être autant restrictif. Si votre enfant n'aime pas le sport, que de toute façon, il n'en fait pas beaucoup, bon, là, le problème ne se pose pas de la même façon. Mais donc, aujourd'hui, rien ne dit qu'il y a une contre-indication, y compris au sport qui sollicite beaucoup le talon. Par contre, il faut bien sûr arriver à doser, à diminuer peut-être la fréquence ou l'intensité, à voir comment vous pouvez adapter ça avec votre enfant. Et puis, vous pouvez tout simplement aussi en parler avec votre enfant. Un enfant de 8 ans, il est quand même en mesure un peu de comprendre, on va dire, les bénéfices potentiels à limiter l'activité physique, les avantages. Il est en mesure de comprendre un peu comment doser. Et puis, vous pouvez aussi l'emmener voir éventuellement un kiné pour qu'il discute de ça avec un professionnel qui saura s'adapter un peu et répondre à ces questions. Puis, c'est toujours intéressant pour les enfants d'avoir un autre regard aussi que celui des parents. Ils écoutent différemment, en général, les tierces personnes. Et aussi, c'est important, je pense, de ne pas proscrire toute activité physique parce que c'est important pour le capital osseux, musculaire d'un enfant, pour l'équilibrage aussi entre l'apport calorique et les dépenses, de laisser les enfants faire de l'activité physique. Dans tous les cas, si vraiment votre enfant ne supporte plus l'appui du talon, vous pouvez aussi le rediriger vers des sports qui n'entraînent pas de douleur en cas de maladie de Sévère, typiquement la natation synchronisée, water polo et le vélo, tout ce qui est en décharge où il n'y a pas de poids sur le talon. Donc, c'est pas un choix forcément irresponsable de ne pas suivre la recommandation d'arrêt absolu du sport, c'est à discuter. N'hésitez pas aussi à prendre un autre avis si vous tombez sur quelqu'un qui est très restrictif dans son approche.
Concernant les étirements, il y en a certains qui peuvent recommander d'étirer donc le talon dans différentes positions. Je vous ai mis dans l'article des photos, des positions d'étirement très classiques si ça vous intéresse. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. L'avantage, c'est que effectivement, comme il y a un risque d'enraidissement du talon, eh bien les étirements, ça va lutter contre cet enraidissement-là. Et on peut ici imaginer que récupérer en souplesse de la cheville, ça peut aider à soulager la douleur à distance. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun essai clinique qui montre que les enfants récupèrent plus vite en faisant régulièrement des étirements. Que s'étirer, c'est vraiment contraignant chez la plupart des gens, y compris chez les adultes, alors chez un enfant de 8 à 10 ans, n'en parlons pas. Et que étirer le muscle, ça peut aussi entretenir un peu l'inflammation et finalement réveiller ou entretenir une douleur plutôt que la soulager. Donc moi, je ne suis pas une grande partisane des étirements, en tout cas en phase inflammatoire. Par contre, oui, si votre enfant s'est vraiment enraidi en flexion dorsale de cheville, là, les incorporer éventuellement. Dans ce cas-là, prenez l'avis d'un kiné pour avoir un peu un autre avis. Il y a aussi parfois qui sont recommandés les attelles, les semelles, les talonnettes ou de changer le type de chaussage. De manière générale, ce qui je pense est important, c'est que votre enfant se sente bien dans ses chaussures. C'est vrai qu'il y a une grande mode à essayer d'utiliser plutôt des chaussures avec le moins de talons possible, mais c'est vrai que quand un enfant a cette pathologie-là, eh bien, il est en général mieux avec des talons assez épais, assez mous. Les chaussures type Ekmax sont en général bien supportées, donc ça peut être intéressant tout de même, si votre enfant a du mal, ne serait-ce qu'à marcher, d'aller vers ce type de chaussures. Ou de garder des chaussures classiques, mais d'y ajouter une semelle. Ça peut être une semelle en série, pas besoin forcément d'aller chez le podologue, qui se met dans la chaussure. Je vous recommande pas forcément les talonnettes parce que ça glisse souvent dans la chaussure, même quand il y a quelque chose type adhésif qui les permet de s'accrocher, mais plutôt les semelles qu'on rajoute dans la chaussure en prenant éventuellement une taille au-dessus et qui rendent ça plus confortable. N'hésitez pas aussi à faire essayer à votre enfant tout ça avant de l'acheter en allant dans des magasins type Decathlon, etc. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, des médicaments pour soulager la douleur. En général, on s'arrête au paracétamol pour ça. Mais parfois, plutôt que prendre des anti-inflammatoires ou du paracétamol, le froid peut soulager sur le moment aussi bien votre enfant. Et on essaie, bien sûr, de ne pas trop tomber là-dedans s'il n'y en a pas besoin. Parfois, on vous prescrit des séances de kiné, alors avec deux axes, soit l'axe soulager les douleurs avec les moyens typiques utilisés par les kinés, la cryothérapie, l'application de froid, pourquoi pas les massages, les étirements, etc. Ça a un effet éventuellement à court terme sur la douleur, mais l'autre approche que personnellement je trouve plus intéressante chez les kinés, c'est plutôt apprendre à votre enfant à trouver le bon dosage d'activité physique qui lui permet de maintenir son activité physique, son sport si c'est important pour lui, mais sans trop avoir de douleur. Il y a tout à fait ce type de prise en charge-là qui peut être mis en place par votre kiné. Ça, c'est très dépendant des kinés sur lesquels vous tombez. Donc, n'hésitez pas à en discuter avant avec votre kiné. Pareil, si les séances de kiné sont trop contraignantes pour votre enfant, qui réchigne énormément à y aller, qu'en plus vous ne voyez pas des bénéfices, sachez que vous pouvez aussi interrompre des séances de kiné, même si votre médecin vous en a prescrit par exemple 10, 15 ou 20, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. La Sécu ou votre kiné ne vous diront rien. Quels sports sont autorisés? J'en ai déjà parlé un petit peu rapidement, mais vraiment aujourd'hui, en 2024, dans la prise en charge moderne de cette pathologie, il n'y a aucune contre-indication absolue à pratiquer des sports, même les sports nécessitant les sauts. Par contre, c'est vrai que biomécaniquement parlant, il y a plus de risques qui entretiennent la douleur ou qui l'augmentent. C'est vraiment une question de dosage et effectivement les sports type natation, équitation, vélo, VTT, tir à l'arc, aviron, kayak, oui, là c'est sûr qu'ils sont moins contraignants pour votre enfant, mais votre enfant n'a pas forcément envie de se tourner vers ces sports-là. Et à l'inverse, tout ce qui est trampoline, gym, athlétisme, foot, hand, basket, eh bien, ça va mettre pas mal de contraintes sur le talon, mais c'est pas une contre-indication vraiment absolue. Combien de temps durent les douleurs et la gêne? Alors, comme souvent en médecine, on observe des très très grandes différences selon les cas, avec des enfants qui parfois vont être gênés que 1 ou 2 mois dans leur vie, puis après tout va passer comme si de rien n'était. Il y en a qui vont avoir des crises un peu passagères, notamment chaque année à la reprise des activités un petit peu plus sportives en septembre. Il y en a qui vont se traîner vraiment des douleurs importantes, malheureusement, jusqu'à la fin de la croissance. Mais en général, ça s'arrête chez tout le monde à la fin de la croissance, qui peut être entre 12, 13, 14, 15 ans, et parfois un petit peu plus chez les garçons. Est-ce qu'il y a des complications possibles, notamment si on continue à faire du sport?
Il y a quelques cas extrêmement rares de complications décrites, mais ce qu'on trouve, c'est que c'est pas forcément chez les gens qui ont continué à faire plus de sport que chez les autres. C'est ce qui est une donnée, je trouve, qui est déjà rassurante par rapport à ça. Donc voilà, j'ai dégrossi un petit peu le sujet. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mon article complet. Je vous ai mis aussi le lien vers le groupe Facebook d'échange entre parents. Et puis, si vous avez des remarques, des compléments d'informations à faire, une expérience à partager, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je passe souvent y répondre dès que je le peux. À bientôt!